après, on pourra commencer le webinaire. Fanny, je te donne la parole et puis bon webinaire. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette première session de formation sur les mises à jour faites au sein des guidelines SENS, des directives SENS. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fanny Cassard, je travaille en tant que consultante indépendante en nutrition, principalement dans le domaine des enquêtes nutritionnelles et du suivi-évaluation. En ce qui concerne mon expérience avec SENS, j'ai été formée en 2015 à Dakar au Sénégal, comme certains d'entre vous, si je me souviens bien. Et depuis, j'ai eu l'occasion de mener des enquêtes SENS, notamment en Jordanie, au Burundi, avant de commencer en 2017 à travailler avec Caroline sur le développement des nouvelles directives SENS. J'ai pu en 2018 et 2019 participer aux enquêtes pilotes pour SENS V3 qui ont été faites en Éthiopie et en Tanzanie respectivement. Et puis, voilà, désormais, j'appuie le HCR pour tout ce qui concerne la formation sur SENS V3 et peut apporter un soutien technique dans la mise en œuvre des enquêtes SENS lorsque cela est nécessaire. Voilà, donc peut-être maintenant Aude-Chen qui co-anime les webinaires à mes côtés et puis après Claudia qui travaille pour Cart-ONG qui animera les sessions 4, 5 et 6 peuvent se présenter puis je reprendrai la parole après. Merci. Aude-Chen. Merci Fanny et Valérie. Je m'appelle Aude-Chen Kwang. Je travaille dans le SCA à Genève et je suis le responsable de la nutrition et de la sécurité alimentaire. Je suis depuis de parler français. Voilà. Bonjour et bienvenue. Claudia? Merci beaucoup. Bonjour à toutes, je m'appelle Claudia Grigoret, je travaille chez Cart-ONG qui est un partenaire technique de l'UNHCR. Je suis spécialiste en gestion de l'information et en particulier de la collecte de données sur mobile et je travaille depuis plus de 3 ans chez Cart-ONG. Mon expérience avec SENS, alors j'avais été aussi avec Fanny en Éthiopie lors du pilote de la version 3 du SENS et j'avais aussi effectué une autre mission d'implémentation au Bangladesh d'une enquête SENS et nous, Cart-ONG, nous appuyons l'équipe SENS du UNHCR techniquement pour tout ce qui est codage, pour tout ce qui est les outils utilisés pour la collecte de données sur mobile. Donc voilà, bonjour à tous et enchantée. Merci. Ok, donc je pense que nous pouvons commencer avec ce webinaire. Avant ça, 2-3 petites infos en ce qui concerne l'utilisation de Cisco WebEx. Nous vous demandons de mettre vos micros sur off, mais bon, ça je crois que ça a déjà été fait. De mettre également sur off vos caméras. Si vous avez des questions, vous pouvez taper vos questions dans la fenêtre de dialogue dans le chat de Cisco WebEx. Et puis, nous compilerons l'ensemble de vos questions et nous répondrons à l'ensemble de vos questions à l'issue de la session 6 du dernier webinaire. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat de Cisco ou éventuellement à nous les envoyer par mail si celle-ci nécessite un plus long développement. Je voulais également vous dire que cette présentation est enregistrée. On va par la suite diffuser la présentation et l'enregistrement au niveau du site internet SENS et au niveau de YouTube. Donc, j'espère que cela ne vous pose pas de problème. Et puis également mentionner que pendant la présentation, je vais essayer
d'organiser des petits quiz en direct pour qu'on ait un petit peu plus d'interactivité tous ensemble. Donc, normalement, ces petits quiz devraient apparaître sur vos écrans et vous devriez être en mesure de pouvoir cliquer directement sur les réponses ou de taper vos réponses en ligne. Donc, on va voir si cela fonctionne bien tout à l'heure puisque vous êtes les premiers participants pour la première session. Donc, voilà. On n'a pas le temps malheureusement de faire un tour de table pour l'ensemble des participants, mais ce que vous pouvez faire également, c'est de vous présenter au niveau du chat, indiquer où est-ce que vous travaillez et au sein de quelle organisation ou institution vous travaillez. Voilà. Donc, encore une fois, je vous souhaite la bienvenue pour ce premier webinaire d'une série consacrée aux directives SENS, soit aux directives SENS V3. Nous sommes très heureuses de vous compter parmi nous, puisque nous avons vu avec la mini-enquête partagée avec vous il y a quelques jours via SurveyMonkey que vous avez quasiment tous déjà réalisé des enquêtes SMART et SENS, ce qui est une bonne chose. Et que vous avez également, pour la plupart d'entre vous, déjà utilisé les méthodes de collecte MDC, ce qui est également une très bonne chose pour pouvoir suivre correctement l'ensemble des webinaires qui composent cette série. Donc, comme Valérie l'a mentionné, ces webinaires sont principalement dédiés aux responsables d'enquête et aux personnes impliquées dans la mise en œuvre des enquêtes SENS. Donc, si certains d'entre vous n'ont qu'une très petite expérience en SMART ou en SENS, vous pouvez consulter les sites internet SMART et SENS, lire le manuel de méthodologie SMART, lire le prémodule SENS, ce qui sera déjà une bonne base. Quant aux participants qui n'ont pas d'expérience avec la collecte de données mobiles, vous pouvez également vous orienter vers le site du SENS du HCR. Et dans la rubrique Mobile Technology, vous trouverez des outils relatifs à la collecte de données mobiles, ce qui vous permettra notamment de mieux comprendre les sessions 4, 5, 6, surtout peut-être la session 4 dédiée au questionnaire SENS et au codage du questionnaire pour les téléphones. Voilà. Juste pour être clair également avec les objectifs de ces webinaires, par rapport aux commentaires qu'on a reçus via la mini-enquête, nous n'allons pas aborder les recommandations actuelles concernant la tenue d'enquête nutritionnelle en période de Covid-19. Pour cela, nous vous recommandons de vous orienter vers le site du Global Nutrition Cluster, du GNC, ainsi que sur le site de l'initiative SMART où vous trouverez des recommandations pour tout ce qui concerne le monitoring de la situation nutritionnelle dans le contexte actuel. Pour tout ce qui est codage des questionnaires, je voulais également préciser avant qu'on démarre, il y a beaucoup de choses à préciser, qu'en 2017, 3 webinaires ont été organisés par CartoNG en ce qui concerne le coding des questionnaires, comment coder, adapter les questionnaires au contexte de votre enquête pour pouvoir ensuite donc, les télécharger dans le téléphone. Donc, ceux qui n'ont pas suivi ces webinaires, sachez qu'ils sont disponibles également sur le site SENS du HCR. Et donc, si vous avez la possibilité de suivre ces 3 webinaires avant la session 4, ce sera vraiment parfait et vous comprendrez vraiment très bien tout ce que nous allons dire au cours de la session 4. Voilà. Et puis, dans tous les cas, si d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine, vous comptez mener une enquête SENS dans vos pays respectifs, on est là, le siège et les bureaux régionaux du HCR et également CartoNG pour vous fournir le support technique nécessaire. Voilà. Donc, pour revenir maintenant à notre planning pour ces webinaires, comme Valérie l'a dit, nous avons 2 thématiques pour ces webinaires. 3 sessions qui seront consacrées à la première thématique, soit les mises à jour SENS V3. Qu'est-ce qui a changé au niveau des modules? Donc, ce sera les sessions 1, 2 et 3. Et puis, nous aurons le deuxième thème qui concerne, lui, plutôt tous les outils liés à la collecte de données mobiles. Donc, ce sera les sessions 4, 5 et 6.
Après, rien ne vous empêche de participer uniquement à un seul thème. Si vous ne souhaitez pas participer aux 6 sessions, il n'y a aucun problème. Vous pouvez participer uniquement aux 3 premières ou uniquement aux 3 dernières. Un certificat de participation sera délivré à l'issue des 6 sessions pour ceux qui ont participé à l'ensemble des webinaires ou seulement à 3 sessions. On pourra également délivrer un certificat de participation. Et puis, sachez que si, par exemple, la semaine prochaine, vous ne pouvez pas suivre la session 2, comme nous l'avons mentionné, les webinaires sont enregistrés, donc vous pourrez toujours suivre les présentations et les enregistrements plus tard via le site internet Sense ou YouTube. Et on postera les présentations une fois les 6 sessions terminées. 2 évaluations vous seront également envoyées, une à l'issue de la session 3 et une à l'issue de la session 6. Ces évaluations ont principalement pour but de recueillir vos impressions suite au webinaire et également d'évaluer vos connaissances pour l'attribution du certificat de participation. Mais ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas très long. Voilà. Donc, on continue avec les objectifs pour ces webinaires. Je pense qu'on les a déjà suffisamment mentionnés dans notre discours d'introduction. Mais voilà, comme Valérie l'a dit, malheureusement, il est actuellement impossible d'organiser une formation Smart Sense en face à face où on pourrait vraiment aborder, revoir la méthodologie SMART du début, les calculs de taille d'échantillon, etc., faire des exercices pratiques avec EpiInfo, tout ça. Malheureusement, on ne peut pas faire ça à l'heure actuelle à cause de la pandémie de Covid-19. Donc, c'est pour cela qu'on organise des webinaires. Le but, c'est que vous puissiez, pour les prochaines enquêtes Sense dans vos pays, utiliser d'ores et déjà la méthodologie Sense V3 et abandonner petit à petit Sense V2 et les outils qui vont avec Sense V2. Ça, c'est le but principal du webinaire, que vous soyez capable de mettre en œuvre une enquête Sense V3. Voilà, j'avance, on verra tout ceci. Donc là, nous avons le programme pour les webinaires. Je sais qu'Aude a partagé avec vous un agenda détaillé pour chacune des 6 sessions qui composent cette série de webinaires. Donc, je ne veux pas encore une fois revenir là-dessus. Après, comme on l'a dit, la session 6 se terminera avec une session de questions-réponses. Donc, tapez bien vos questions au niveau de la chatbox de Cisco. Et puis, nous compilerons l'ensemble de vos questions et y répondrons à l'issue de la session 6. La première session, celle d'aujourd'hui, est dédiée aux changements au niveau des ménages. Et puis, on verra dans la session 2 les changements qui ont lieu au niveau des modules au niveau individuel. Dans la session 3, c'est un petit peu un fourre-tout de tous les changements qu'on n'aura pas pu voir pendant la session 1 et la session 2. Et on présentera également les nouveaux outils comme le Sense Mapper, le Data Dashboard, de nombreux nouveaux outils liés à Sense. Et puis 4, 5, 6, on l'a dit, couvriront uniquement les outils MDC. Voilà. Donc, avant de commencer avec les changements qu'il y a eu au niveau des directives Sense et notamment au niveau des modules basés au niveau du ménage, on a quelques diapositives ici sur Sense, d'où est venue l'idée de développer des directives sur les enquêtes nutritionnelles, l'histoire de Sense, de sa création à maintenant. Donc, comme vous le savez, les directives Sense s'adressent aux coordonnateurs et partenaires du HCR qui travaillent dans les domaines de la santé, de la nutrition, et elles ont pour but de standardiser la manière dont les enquêtes nutritionnelles sont menées. Pour pouvoir mesurer les tendances d'une année sur l'autre, vous savez que les enquêtes doivent être reproductibles et que les mêmes définitions, les mêmes limites géographiques, les mêmes méthodologies doivent être utilisées chaque année. Donc, l'idée de créer ces directives Sense est née en 2009, suite au constat du manque de standardisation dans les enquêtes nutritionnelles qui étaient réalisées par le HCR. Différentes méthodologies étaient employées, différentes données étaient collectées, différents indicateurs étaient calculés. Les indicateurs étaient également pas présentés de la même manière.
Donc, l'idée de standardiser la méthodologie est vraiment venue de là, du constat du manque de standardisation au sein des enquêtes menées par le HCR. Puis, en observant les résultats nutritionnels, il a également été constaté que les prévalences de malnutrition et d'anémie étaient à des niveaux plutôt préoccupants dans la plupart des camps de réfugiés. Le choix a donc été fait d'ajouter à cette méthodologie standardisée pour la conduite d'enquête nutritionnelle un module spécialement consacré à l'anémie. Et puis finalement, les discussions ont continué entre les collègues de santé publique par rapport aux besoins, de quels indicateurs les collègues avaient besoin, de quelles données les collègues avaient besoin pour les programmes, pour le suivi des programmes. Et puis, donc, du coup, d'autres modules ont été intégrés aux directives SENS. On a eu anthropométrie santé, anémie, et puis donc les autres, sécurité alimentaire, eau, hygiène, assainissement, couverture en provisions moustiquaires, et puis alimentation du nourrisson et du jeune enfant. J'espère que j'en oublie pas. Voilà, SENS, c'est ça. C'est des méthodes standardisées pour la conduite d'enquête nutritionnelle. Je ne sais pas si ça gêne peut-être, voilà. SENS, c'est donc des méthodes standardisées pour la conduite d'enquête nutritionnelle dans les contextes de populations réfugiées, standardisées pour collecter, analyser et présenter les données, que ce soit au niveau individuel ou au niveau des ménages, dans les domaines de la démographie, nutrition, santé, sécurité alimentaire, couverture en provisions moustiquaires, eau, hygiène, assainissement, tout en maintenant des standards de qualité pour la mesure des indicateurs nutritionnels, puisque vous le savez, SENS est principalement basé sur la méthodologie SMART, cette méthodologie SMART qu'on a étendue pour les besoins de SENS. SENS, vous savez qu'en anglais, ça signifie Standardized Expanded Nutrition Survey. Et donc en français, on peut traduire SENS par enquête nutritionnelle standardisée élargie. Donc, au sein des directives SENS, vous avez différents modules et questionnaires qui sont adaptés au contexte de réfugiés où une assistance alimentaire, un service d'eau, hygiène, assainissement, etc. sont fournis. Et puis, tous les standards et directives au sein de SENS sont internationalement reconnus. Donc, la version des directives SENS a été publiée en 2011. On avait un pré-module présentant les principales étapes d'enquête d'une enquête SENS et les recommandations pour l'échantillonnage, ainsi que 6 modules, anthropométrie santé, anémie, ANJE, sécurité alimentaire, EHA et couverture en provisions moustiquaires. Ces directives SENS V1 ont été ensuite révisées et les directives SENS V2 ont été publiées en 2013. Donc, cette fois-ci, les directives ont même été imprimées sous forme de classeur. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez ce classeur de directives SENS V2. 250 classeurs ont été approximativement imprimés et envoyés aux pays, aux partenaires à travers le monde. Et depuis 2013, la version 2 de SENS a été très, très largement utilisée pour la mise en œuvre d'enquêtes nutritionnelles dans les populations réfugiées et également dans les contextes d'urgence. Depuis 2013, un important processus de revue des enquêtes SENS a été mené à l'aide de différents partenaires. On a notamment le CDC qui a analysé la qualité des enquêtes SENS, 155 enquêtes SENS très exactement réalisées entre 2011 et 2016-2017. Le CDC s'est intéressé principalement à l'ANEMI et d'ANJE. On a également DFID qui a examiné les tendances et les résultats des enquêtes SENS pour les données concernant les enfants de moins de 5 ans et les femmes au niveau des pays et également au niveau global. Et puis, au sein de la section santé publique du HCR, on a également revu la clarté, la pertinence du contenu des modules SENS, regardé comment le site web SENS était utilisé. Avec l'appui de CartONG, on a également tiré les leçons de l'utilisation de la collecte
de données mobiles. Bref, tout ce processus de révision, de revue des enquêtes SENS V2 a conduit à la révision des directives et à l'obtention des directives SENS V3, donc officiellement publiées l'année passée, officiellement lancées cette année. Donc, les directives SENS V3, avant d'être publiées, ont été pilotées dans 2 pays. Elles ont été pilotées en Éthiopie en 2018, dans les camps de réfugiés sud-soudanais à Gambela, et en Tanzanie l'année dernière, dans les camps de réfugiés congolais et burundais, dans la région de Kigoma. Et puis, donc voilà, nous avons pour SENS V3 7 modules désormais, ce n'est plus 6, c'est 7. Nous avons un nouveau module qui est le module 1, le module démographie. On a toujours bien sûr le pré-module. Avec l'inclusion du module 1 démographie, vous voyez que les numéros des modules ont changé. Le anthropométrie et santé est désormais le numéro 2, anémie 3, etc. Et donc le 7, c'est désormais EHA, eau, hygiène, assainissement. La nouveauté également, c'est donc avec l'introduction de ce nouveau module, le module démographie, qui est obligatoire dans la mise en œuvre d'une enquête SENS. Dans toutes les enquêtes SENS désormais, peut-être que vous n'avez pas besoin d'inclure le module sur la couverture en provision de moustiquaires, peut-être que vous ne souhaitez pas collecter les informations sur l'anémie, mais dans tous les cas, les modules 1 et 2 seront obligatoirement inclus au sein de vos enquêtes. Donc ici, c'est un résumé des principaux gros changements qui ont eu lieu avec la publication de SENS V3. Donc, nous allons voir l'ensemble de ces changements au cours de cette session et des 5 prochaines sessions. Donc, bien sûr, une des grosses nouveautés, c'est ce nouveau module, le module 1 démographie, qui va nous permettre d'obtenir des informations quant au profil démographique de la population enquêtée. On a également de nombreux changements, comme nous allons le voir aujourd'hui, dans le module 5, sécurité alimentaire, et dans le module 7, eau, hygiène et assainissement. Au sein du module 5, on a surtout révisé les questions, les indicateurs, afin de s'aligner sur les directives internationales qu'utilisent d'autres agences, notamment le PAM, avec l'ajout d'indicateurs tels que le score de consommation alimentaire ou encore l'indice simplifié des stratégies, qu'on verra plus tard dans cette présentation. Au sein du module eau, hygiène, assainissement, on a cette fois-ci complètement révisé le questionnaire pour que celui-ci s'aligne avec les enquêtes CAP, donc connaissances, attitudes et pratiques, qui sont réalisées par les collègues EHA du HCR. Ça faisait pas de sens de collecter différents indicateurs, de poser différentes questions. Donc, on s'est aligné sur ce que faisaient les collègues travaillant dans le secteur de l'eau. Et puis, on verra que de nombreuses nouvelles questions ont été ajoutées afin de cibler des nouveaux groupes, des nouveaux programmes. Par exemple, pour l'anthropométrie et la santé, on a désormais des questions concernant la couverture des programmes BSFP pour les enfants, pour les femmes, chose qui n'était pas dans SENS V2. Et puis, voilà, on verra les nouvelles stratégies d'échantillonnage et on verra que l'ensemble des directives SENS est désormais adapté à l'utilisation des outils MDC. Ok, donc je pense qu'on peut désormais commencer avec tous les changements qui ont eu lieu au niveau des modules que l'on dit basés au niveau des ménages. Donc, c'est les modules démographie, sécurité alimentaire, eau, hygiène et assainissement et couverture en provision moustiquaire. Cette session est assez longue, la session 1. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, nous n'aurons pas le temps de terminer avec le module eau, hygiène, assainissement ou le module couverture en provision moustiquaire. On aura le temps, avec les sessions 2 et 3, de réexpliquer tout ceci. Donc, ne paniquez pas. Si on n'arrive pas à la fin de la présentation, on ne vous gardera pas 2 heures ou 2 heures et demie. On arrêtera là où on en est et puis on reprendra la semaine prochaine. Donc, on commence tout d'abord avec le module démographie, qui est le nouveau module au sein de ces directives SENS V3.
Comme je l'ai dit auparavant, ce module est un module obligatoire pour toutes les enquêtes SENS au même titre que le module 2, anthropométrie et santé. L'inclusion du module démographie SENS vous permettra d'obtenir des informations relatives au profil démographique de la population enquêtée et facilitera également la planification des futures enquêtes. Facilitera la planification des futures enquêtes car vous allez pouvoir obtenir la taille moyenne des ménages, le pourcentage d'enfants de moins de 5 ans et le taux de non-réponse des ménages pour votre zone d'enquête. Donc, lorsque vous mènerez la seconde enquête SENS V3, vous pourrez utiliser ces données pour calculer les tailles d'échantillons. Et ainsi, voilà, vous aurez confiance dans tout ce qui est données démographiques pour le calcul des tailles d'échantillons. Le questionnaire démographie va donc nous permettre d'avoir le profil démographique de la population enquêtée et va nous permettre également de calculer un tout nouvel indicateur clé qui est le ratio de dépendance démographique. Donc, pour cet indicateur, on aura un petit peu plus de détails dans la suite de la présentation. Le module démographie est construit exactement sur le même modèle que tous les autres modules SENS. Vous avez des messages clés, les définitions à suivre, les recommandations pour la formation, pour la collecte des données, tout ce qui concerne la vérification de la qualité des données. Vous avez les erreurs fréquemment rencontrées pour chacune des étapes clés au moment de la formation, au moment de la collecte, au moment de l'analyse. Vous avez, comme tous les autres modules, le questionnaire standard à utiliser. Vous avez les codes et puis infos pour pouvoir mener l'analyse. Vous avez les tableaux qu'il est recommandé d'inclure dans le rapport final d'enquête et les graphiques standards qu'il faut également inclure dans le rapport final d'enquête. Pour le module démographie, on a un seul graphique qu'il est recommandé d'inclure. Il s'agit de celui qui est présenté sur la droite de l'écran. C'est la pyramide de population pour la population enquêtée. Et comme tous les graphiques qu'il est recommandé d'inclure dans le rapport SENS, ils peuvent être créés automatiquement avec un des outils du pré-module, l'outil tendance et graphique. Donc, ce qui facilite grandement la rédaction et la production des graphiques pour le rapport final. En ce qui concerne donc maintenant les objectifs pour le module démographique, on en a deux objectifs primaires, déterminer le profil démographique de la population et déterminer le ratio de dépendance démographique. Donc les objectifs, idéalement, devraient être formulés comme ça dans le protocole d'enquête SENS et dans le rapport final d'enquête SENS. Désormais, on passe aux questions du questionnaire démographique ainsi qu'aux indicateurs que nous allons produire avec les données issues de ces questions. Donc, le questionnaire SENS démographie, comme tous les questionnaires pour tous les modules SENS, est divisé en plusieurs sections. On va donc s'intéresser maintenant à la première section du questionnaire démographie, qui est la section DM1. Et cette section concerne uniquement le chef de ménage. OK. Donc, dans cette section, on cherche à collecter des informations sur le chef de ménage, notamment son sexe et l'âge du chef du ménage. Avec ces deux questions, on va pouvoir calculer le pourcentage de ménages dirigés par des femmes, le pourcentage de ménages dirigés par des hommes, le pourcentage de ménages dirigés par des enfants. Donc ici, on parle d'enfants pour toutes les personnes qui sont âgées de moins de 15 ans, le pourcentage de ménages dirigés par des personnes âgées, et ici, on considère comme personnes âgées toutes les personnes qui ont 65 ans et plus. On pourra également calculer l'âge moyen des chefs de ménage. Donc voilà, rien de compliqué avec ces deux premières questions. Question DM4, qui, elle, est optionnelle.
et qui concerne bien sûr toujours le chef de ménage puisqu'on est toujours dans la section DM1. On veut savoir quel est le pays d'origine du chef de ménage. Donc, on aura donc comme indicateur la proportion de chefs de ménage qui viennent de tel ou tel pays. Bien sûr, la liste des pays dans les codes réponses est adaptée. Mais vous voyez que cette question, contrairement aux deux précédentes, n'est pas obligatoire. Cette question est optionnelle. Et il est recommandé d'inclure cette question uniquement dans des contextes où il y a de nombreux nouveaux arrivants provenant de divers pays ou dans des contextes où l'enregistrement des réfugiés est en cours et les informations sur les pays d'origine ne sont pas encore disponibles. Donc cette question ne sera pas systématiquement incluse dans votre questionnaire SENS. Si vous regardez le nom de la variable ici, vous voyez en vert le nom de la variable HHHCTRY, c'est écrit en vert. Donc, une des nouveautés également au sein du questionnaire SENS standard, toutes les questions optionnelles, pour toutes les questions optionnelles ou à inclure que dans les contextes où cela est applicable, les noms des variables seront écrits en vert. Regardez, je reviens maintenant aux questions DM2 et DM3. Pour les variables HHH sexe et HHH âge, ici, le nom des variables est en rouge. Ça veut dire que ces deux questions doivent obligatoirement faire partie de votre questionnaire standard SENS. OK. Voilà. Donc, on continue, toujours avec le questionnaire démographie. Après la section DM1 sur le chef de ménage, nous avons la section DM2. Cette section tout entière est optionnelle et elle ne sera incluse dans votre questionnaire que dans certains contextes. Je vais y revenir juste après. On a ici 3 questions qui vont nous permettre de catégoriser la population enquêtée selon différents groupes de population, à savoir le groupe des communautés hôtes, le groupe communauté hôte, le groupe des déplacés internes et le groupe des réfugiés demandeurs d'asile. Donc ici, ces questions ne vont être incluses que dans les contextes en dehors des camps, que si vous réalisez une enquête SENS en milieu urbain ou au sein de la communauté hôte. Donc c'est ça. Après, l'indicateur qu'on obtiendra, c'est les groupes de population des chefs de ménage. On a dans notre enquête tel pourcentage de chefs de ménage qui appartient à la communauté haute, tel pourcentage de chefs de ménage qui appartient au groupe des déplacés internes, tel pourcentage qui appartient au groupe des réfugiés et des demandeurs d'asile. Donc voilà, cette section, je le redis encore une fois, n'est à inclure que lors de la mise en œuvre d'une enquête SENS dans les contextes en dehors des camps, donc au sein de la communauté haute, en contexte urbain, etc. Section DM2, nous avons la section DM3 qu'on appelle enquête sur les membres du ménage. Donc ici, avec la question DM8, nous voulons connaître le nombre total de membres au sein du ménage. Donc, par exemple, nous avons dans notre ménage 5 personnes. Puis, les questions DM9, DM10, DM11 et DM12 vont être répétées pour chacun des membres actuellement présents au sein du ménage. Donc, pour la première personne, quel est son nom? Quel est le sexe de cette personne? Quel est son âge en années? Et si c'est une femme de plus de 15 ans, est-ce que cette personne est actuellement enceinte? Et après, pour les 4 autres personnes, les mêmes questions seront encore une fois répétées. C'est pour ça que cette section s'appelle « Enquête sur les membres du ménage ». C'est comme un recensement de tous les membres du ménage. Ces questions, cette enquête sur les membres du ménage va nous permettre d'obtenir des indicateurs relatifs à la taille et à la composition du ménage. On va avoir la taille de la population enquêtée, le taux de non-réponse au niveau des ménages, le nombre total d'enfants de moins de 2 ans enquêtés, pareil pour les enfants de moins de 5 ans, la taille moyenne des ménages, les catégories de taille des ménages, la composition du ménage désagrégé par catégorie d'âge,
le pourcentage de moins de 2 ans, le pourcentage de moins de 5 ans, de femmes enceintes, de personnes âgées et le sexe ratio. Donc, de nombreux indicateurs avec les questions sur les enquêtes au niveau des membres du ménage. Ces données vont également nous permettre de calculer un nouvel indicateur que j'ai déjà mentionné au début de la présentation de ce nouveau module, le ratio de dépendance démographique. Donc, le ratio de dépendance démographique, qu'est-ce que c'est? Comment on le calcule? C'est le ratio du nombre de personnes âgées de 0 à 14 ans et de 65 plus sur le nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans. Donc, selon la division de la population des Nations Unies et la Banque mondiale, ce ratio est défini comme étant le ratio des personnes à charge par rapport à la population en âge de travailler. Donc, c'est un ratio qui est utilisé pour indiquer la pression ou la dépendance sur la population en âge de travailler selon la proportion d'enfants et de personnes âgées au sein d'un ménage. Donc, un ratio de dépendance démographique élevé indique une pression plus forte sur les membres actifs d'un ménage, tandis qu'un ratio de dépendance démographique faible représente une pression moindre sur la situation économique de la famille. Donc, dans le rapport SENS, on aura désormais le ratio de dépendance démographique moyen et la proportion de ménages au sein de chacune des catégories de ratio de dépendance. On a la catégorie de ménage avec un ratio inférieur à 1, entre 1,1 et 1,5, entre 1,6 et 2, et les ménages avec un ratio au-delà de 2. Alors, toujours avec la section DM3, relatif à l'enquête sur les membres du ménage, sachez que désormais, une des nouveautés est que l'on peut inclure directement au sein de cette section les questions de mortalité, c'est-à-dire qu'on peut effectuer une enquête de mortalité rétrospective basée sur la méthodologie SMART en même temps qu'on administre le questionnaire démographie. Donc, après, peu de pays réalisent des enquêtes de mortalité SMART en même temps que les SENS. Je sais par exemple que ça se fait pas mal en Éthiopie. Sachez que voilà, désormais, au lieu d'avoir un questionnaire pour la mortalité à part, on pourra inclure ces questions de mortalité directement au sein de la section DM3. Alors, je vais essayer de vous montrer à quoi ressemble l'enquête sur les membres du ménage avec l'inclusion des questions de mortalité. Alors, j'espère que ça va marcher. Si ça ne marche pas, vous me le dites. Alors, si je fais ça. Je pense que désormais, vous pouvez voir les questions de mortalité. Donc, nous sommes ici au niveau de la section DM3 avec DM8. Quel est le nombre total de membres au sein du ménage? C'est ce que nous venons de voir. Et ensuite, nous avons DM9, DM10, DM11. Là, pour l'instant, il n'y a pas de changement, c'est comme précédemment. On continue avec DM12 et DM13 qui, là, sont les questions relatives à la mortalité. Est-ce que le membre du ménage a rejoint le ménage depuis... Et puis là, pour ceux qui ont déjà mené des enquêtes de mortalité, vous savez que vous devez mentionner le début de la période de rappel. Par exemple, on peut dire que c'est la fête nationale. Est-ce que le membre du ménage a rejoint le ménage depuis la fête nationale jusqu'à maintenant? Oui ou non? Est-ce que le membre du ménage est né entre la fête nationale et maintenant? Oui ou non? Donc, on a ces deux questions additionnelles. Ensuite, DM14, c'est toujours la même. Est-ce que le membre du ménage est actuellement enceinte? Et puis, on continue. Donc, dans les enquêtes de mortalité, on veut savoir quel est le nombre total de membres du ménage qui ont quitté le ménage depuis le jour de la fête nationale jusqu'à maintenant.
Après, pour chacun des membres qui a quitté le ménage, on aura encore les mêmes questions qui sont répétées, le nom, le sexe, l'âge, est-ce qu'il a rejoint le ménage depuis la fête nationale, est-ce qu'il est né depuis la fête nationale. Et puis ensuite, une fois qu'on a répondu à toutes ces questions pour chaque membre qui a quitté le ménage, on a la même section, vous voyez ici à partir de DM22, pour tous les membres du ménage qui sont décédés depuis la fête nationale jusqu'à maintenant au sein du ménage. Et pour chaque personne décédée, on va encore demander le nom du membre de ménage, le sexe du membre du ménage, l'âge du membre de ménage, qu'il a rejoint le ménage, est-ce qu'il est né dans le ménage, et également quelle était la cause du décès et où est-ce que le membre du ménage est décédé. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer à quoi ressemble désormais le questionnaire démographie avec l'inclusion des données de mortalité, des questions de mortalité. Alors j'essaye de revenir désormais à l'écran de présentation. Je pense que maintenant c'est bon. Non, peut-être pas. Ah. Alors, j'essaie de revenir à mon PowerPoint. Voilà, je pense que désormais, c'est bon. Donc, voilà, c'était pour vous montrer le nouveau format du questionnaire avec les enquêtes de mortalité. Alors, désormais, je vais essayer de faire un petit quiz. On va voir si ça marche. Alors, attention. Donc, normalement, vous avez au niveau de votre écran une question sur l'enquête de mortalité SMART où nous vous demandons quels sont les indicateurs ou quel est l'indicateur obtenu après la réalisation d'une enquête de mortalité basée sur la méthodologie SMART. Donc, normalement, vous devez être en mesure de cliquer sur les réponses. Oui, je vois que ça marche puisque je peux voir que 2 personnes ont déjà terminé. Super. Donc, je laisse encore un petit peu de temps. Ça va bientôt être terminé. Ok, ça me dit qu'il ne reste plus que 10 secondes pour pouvoir répondre. Ok. Alors, on va regarder tout de suite la réponse, puisque les indicateurs qui sont obtenus quand on réalise une enquête de mortalité basée sur la méthodologie SMART sont les suivants. On a le taux brut de mortalité, le taux de mortalité pour les enfants de moins de 5 ans, les causes des décès et également les lieux des décès. On continue avec la section DM4. Donc, peut-être il y a ça qui gêne. Hop. On continue avec la section DM4. C'est la dernière section du questionnaire démographie qui concerne l'arrivée des membres du ménage dans le camp ou dans le pays d'asile. Donc, là encore, vous voyez que le nom des variables arrive and array date sont en vert, ce qui veut dire que cette section est également optionnelle et elle sera incluse dans le questionnaire SENS que dans certaines conditions. On a ici 2 questions. La première, DM13, est-ce que les membres de votre ménage sont arrivés dans le camp ou dans le pays d'asile tous en même temps? Et si la réponse est oui, on aura ensuite DM14. Quand les membres de votre ménage sont-ils arrivés dans le camp ou dans le pays d'asile? Est-ce que c'était il y a 1 mois? Est-ce que c'était il y a 12 mois? Est-ce que c'était il y a plus de 3 ans? Bien que là aussi, les catégories de réponses sont adaptées au contexte de votre enquête.
ces questions ne vont pas être systématiquement incluses dans le questionnaire SENS. Ici, la recommandation est d'inclure ces questions si et seulement si l'enquête a lieu dans un contexte où il y a de récents nouveaux afflux de réfugiés et où l'on suspecte un statut nutritionnel possiblement différent chez ces nouveaux arrivants. Donc, si vous souhaitez inclure ces questions, on pourra fournir du support dans le choix d'inclure ou pas cet indicateur et également au moment de l'analyse des données. Les indicateurs obtenus seront alors la proportion de ménages où tous les membres sont arrivés dans le camp ou le pays en même temps. Et après, on aura le profil d'arrivée des ménages dans le camp ou le pays d'asile selon les différentes périodes d'arrivée. Alors, on en a fini avec les questions du questionnaire démographie. Mais une des autres nouveautés ici, c'est l'apparition des messages de résumé sur vos téléphones une fois qu'on a terminé avec toutes les questions. Vous avez le résumé de la composition du ménage. Le téléphone va vous dire, OK, le nombre total d'enfants de moins de 5 ans au sein de ce ménage est de 3. Le nombre total de femmes âgées entre 15 et 49 ans au sein de ce ménage est de 2. Et parmi ces 2 femmes, on a une femme qui est enceinte. Donc, le résumé à la fin de ce questionnaire a plusieurs buts. Premièrement, ça permet de savoir si le recensement des membres du ménage actuellement présents est correct. On vérifie qu'on n'a pas fait d'erreur, on a bien 3 enfants, on a bien 2 femmes, on a bien une seule femme enceinte. Donc ça aide l'intervieweur. Deuxièmement, ça aide l'équipe sait, est-ce qu'on a besoin de continuer l'enquête avec le questionnaire pour les enfants de moins de 5 ans? Est-ce qu'on a besoin de continuer l'enquête avec les femmes, le questionnaire sur les femmes en âge de procréer? Et troisièmement, on sait, est-ce que si on collecte les données relatives à l'anémie, on sait combien de femmes on va devoir évaluer pour la concentration en hémoglobine. On sait ici dans ce ménage, si par exemple on a 2 femmes dont une enceinte, que seulement une femme va être évaluée pour la concentration en hémoglobine. Donc le téléphone vous donne ce résumé, puis le chef d'équipe, ce qu'il va faire, c'est reporter les données de résumé dans ce nouvel outil qui est ce qu'on appelle la fiche de contrôle des participants et des mesures. C'est une fiche qui devra être complétée dans chaque ménage enquêté. Si votre équipe doit enquêter 10 ménages aujourd'hui, vous aurez 10 fiches de contrôle de participants et des mesures. Une pour chaque ménage enquêté. Donc, en haut de la fiche, les 2 premières lignes, c'est pour tout ce qui concerne les variables d'identification. Vous avez les codes pour les sections, les zones, les blocs, etc. Vous avez la date de l'enquête, les numéros de grappe, de cluster, les numéros d'équipe et le numéro du ménage. Et puis en dessous, dans le cadre rouge, vous avez les données issues du questionnaire démographique qui doivent être reportées ici. Et puis après, en dessous, on le verra dans la session de la semaine prochaine avec le questionnaire enfants et femmes. Vous pouvez, après, pour chaque enfant et femme, noter, le chef d'équipe peut noter ici, après, les mesures anthropométriques, la concentration en hémoglobine, ce qui permettra par la suite de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur au sein des téléphones, ce qui peut également faciliter le travail au sein de l'équipe si le chef d'équipe n'est pas prêt avec le téléphone au moment où les mesureurs font les mesures anthropométriques ou évaluent l'anémie. Voilà. Donc, voilà pour le module démographie. J'espère que je n'ai pas été trop rapide. Je sais que je parle vite. J'espère que vous avez pu suivre correctement les questions et les différentes sections. On va continuer avec le module sécurité alimentaire, qui est probablement le module où nous avons fait le plus de changements. Donc, l'inclusion du module sécurité alimentaire dans les enquêtes SENS
fournira des informations de base sur la situation de la sécurité alimentaire au sein de la population enquêtée. Ce module inclut des indicateurs se rapportant à 4 aspects de la sécurité alimentaire: l'accès à la nourriture, y compris à l'assistance alimentaire et leur utilisation, l'accès au combustible pour la cuisson et son utilisation, l'utilisation de stratégies d'adaptation négative et le niveau de diversité alimentaire au sein des ménages. Donc, l'accès à la nourriture et à l'assistance alimentaire et leur utilisation nous permettra d'obtenir des informations sur le déficit alimentaire, que ce soit en termes de quantité ou de qualité. L'accès au combustible pour la cuisson démontrera dans quelle mesure les ménages peuvent cuisiner sans avoir à envisager de collecter ou d'acheter du bois de chauffage. Et puis, l'utilisation des stratégies d'adaptation négative sont un bon élément indicateur du stress global qui s'exerce sur la population en ce qui concerne la satisfaction de ses besoins en nourriture et en autres besoins de base. Donc, si l'on s'intéresse maintenant aux objectifs du module de sécurité alimentaire, vous avez ici les objectifs primaires. Le premier objectif primaire est de déterminer la capacité globale de la population à satisfaire ses besoins alimentaires avec l'assistance. Après, en fonction du type d'assistance qui est mis en œuvre là où vous travaillez, vous aurez différents sous-objectifs pour cet objectif primaire. Le premier, déterminer la période de temps pendant laquelle dure la distribution générale de vivres en nature pour les ménages bénéficiaires. Donc, si vous n'avez pas de distribution générale de vivres, cet indicateur, bien sûr, ne sera pas inclus. Ensuite, vous avez l'assistance sous forme de transfert d'argent, ou transfert d'espèces, qu'on appelle les cash grants. Donc, déterminer la couverture de ménages bénéficiant des transferts d'espèces et déterminer comment les ménages bénéficiaires dépensent l'argent reçu. Si vous n'avez pas de programme de transfert d'espèces, transfert d'argent dans votre zone d'enquête, pareil, vous n'inclurez pas cet objectif et donc les questions qui vont avec. Et puis, petit c, déterminer la couverture des coupons alimentaires ou des bons alimentaires et comment les ménages bénéficiaires utilisent ces coupons ou ces bons. Là encore, s'il n'y a pas de distribution de coupons ou de bons alimentaires dans le contexte de votre enquête, vous n'inclurez pas cet indicateur et les questions qui vont avec. On a également comme autre objectif primaire de déterminer le niveau d'utilisation de stratégies d'adaptation négative au sein des ménages et l'évaluation de la consommation alimentaire des ménages, que ce soit en termes de quantité et de qualité. On a ensuite 2 objectifs secondaires totalement nouveaux avec SENS-V3 qui sont déterminer la proportion de ménages appartenant à chacune des catégories de ciblage de l'assistance alimentaire et puis déterminer l'accès de la population au combustible pour la cuisson et son utilisation. Donc, ces 2 objectifs, là aussi, ne seront pas systématiquement inclus dans votre enquête SENS, ça dépend du contexte. On attaque désormais la revue du questionnaire pour la sécurité alimentaire. Là, on commence avec FS2. À chaque fois, je n'ai pas montré, comme pour la démographie, la première question qui est relative au consentement. Donc, le consentement était présent dans SENS-V2 et toujours présent dans SENS-V3. Donc, on commence avec FS2. C'est une nouvelle question qui concerne donc les catégories de ciblage pour l'assistance. Au sein de quelle catégorie d'assistance votre ménage appartient-il? Après, les catégories de ciblage, vous voyez au niveau des codes réponses, sont adaptées au contexte de l'enquête. Vous allez généralement catégoriser les ménages des plus vulnérables aux ménages les moins vulnérables. Donc après, vous adaptez les termes à ce qui est utilisé dans le contexte de votre enquête. On aura alors comme indicateur la proportion de ménages au sein de chacune des catégories de ciblage. Donc ça, c'est nouveau. Et puis, ce qui est également nouveau, on le verra par la suite,
c'est que d'autres indicateurs issus du questionnaire de sécurité alimentaire pourront également être désagrégés selon les différentes catégories de ciblage. Donc, on verra ça par la suite. Donc, vous voyez ici HH Assist, c'est en vert, ce qui veut dire que c'est optionnel. On inclura cette question, bien sûr, uniquement dans les contextes où l'assistance est ciblée. Ensuite, on a les questions FS3 et FS4 qui sont également des nouvelles questions. Elles concernent cette fois-ci la couverture de l'assistance alimentaire. Est-ce que votre message reçoit une assistance alimentaire, distribution générale de vivres en nature, et transfert d'espèces et ou coupons alimentaires? Là encore, bien sûr, la question est adaptée au contexte de votre enquête. Si la réponse est non, alors on demandera pourquoi n'avez-vous pas accès au programme d'assistance alimentaire. L'indicateur obtenu ici, c'est la proportion de ménages recevant une assistance alimentaire. Ensuite, la distribution de vivres en nature, bien sûr, uniquement dans les contextes où une distribution est effectuée chaque mois. Cette question était déjà présente dans SENS V2, ce n'est pas une nouvelle question. On a donc comme indicateur la durée moyenne en nombre de jours de la distribution générale de vivres du dernier cycle. Ce qui est nouveau, par contre, c'est la désagrégation des résultats selon les différentes catégories de ciblage des ménages, si, bien sûr, l'assistance est ciblée. Après les questions sur la distribution générale de vivres, on a deux questions, FS6 et FS7, relatives au programme de transfert d'espèces, au programme de Cash Grains. Donc, je crois qu'il y a d'ailleurs une erreur dans le questionnaire. Le cash, on disait avant Cash for Food. FS6, est-ce que votre ménage reçoit un transfert d'espèces pour subvenir à ses besoins de base? Et lorsque la réponse est oui, on continue avec FS7. Pardon. Comment avez-vous dépensé l'argent reçu lors du transfert d'espèces du dernier cycle de distribution? On va obtenir alors comme indicateur la proportion de ménages bénéficiant du programme de transfert d'espèces et on va pouvoir savoir comment les ménages utilisent l'argent reçu. Pour chacun des codes réponses de la question FS7, nous aurons un pourcentage correspondant à l'utilisation de l'argent par les ménages. Est-ce qu'ils utilisent plutôt l'argent reçu pour acheter de la nourriture ou pour rembourser des dettes ou pour les frais liés à l'éducation de leur enfant, etc. On continue avec FS8 et FS9. Donc, après les questions relatives au programme de transfert d'espèces, on a FS8 et FS9, les questions relatives au programme lié aux coupons alimentaires, à la distribution de bons alimentaires. Est-ce que votre message reçoit des coupons alimentaires pour les besoins alimentaires de base? Et si oui, on veut savoir s'ils ont, avec FS9, vendu des coupons ou les produits auxquels ils avaient eu accès grâce aux coupons. Est-ce qu'ils ont donc vendu des coupons reçus lors de la distribution du dernier cycle pour accéder à d'autres biens ou services? Désolée, je n'ai pas lu très clairement la question. Donc, avec ces deux questions, on cherche à savoir si les ménages ont la couverture pour le programme des coupons alimentaires et également, on cherche à savoir si les ménages ont vendu leurs coupons alimentaires ou vendu les produits auxquels ils ont eu accès grâce aux coupons pour accéder à d'autres biens ou services. Voilà, je pense que comme ça, c'est un petit peu plus clair. Je suis perdue dans mes petites fiches. Voilà. Ensuite, si vous vous rappelez bien de la diapositive sur les objectifs, les questions relatives au nouvel objectif secondaire pour le combustible de cuisson. Ici, les questions FS11, FS12 et FS13 concernent l'accès de la population au combustible pour la cuisson
et son utilisation. On a tout d'abord la question FS11. Quel combustible de cuisson votre ménage utilise-t-il habituellement? Puis après, vous voyez dans les codes réponses, on a différents types de combustibles. Donc pour cette question, les codes réponses sont adaptés au contexte de votre enquête. Par exemple, j'imagine que dans de nombreux camps, le GPL ou gaz de pétrole liquéfié, le code réponse 5 n'est que très rarement disponible. Donc, si vraiment c'est le cas, et ça ne sert à rien de garder ce code réponse dans votre questionnaire. Donc, la liste des combustibles est à adapter au contexte. Et vous voyez que HH Fuel, le nom de la variable est en vert, ce qui veut dire également que cette question est optionnelle. Cette question va être incluse dans le questionnaire de sécurité alimentaire uniquement dans les contextes où on a différentes options pour le combustible de cuisson. Si dans votre camp, tous les réfugiés, tout le temps, utilisent que des briquettes ou que du bois qu'ils vont chercher, ou que du charbon, ça ne sert à rien d'inclure cette question. Ensuite, les questions FS12 et FS13, elles concernent l'assistance pour le combustible de cuisson. Dans certains camps, il y a une assistance pour le combustible de cuisson. Donc là, on veut savoir, comme pour la distribution générale de vivres, est-ce que votre ménage bénéficie d'une assistance, oui ou non? Et si oui, combien de jours le combustible de cuisson distribué lors du cycle du mois dernier a-t-il duré? On a donc les indicateurs listés sur la gauche, la proportion de ménages utilisant différents types de combustible pour la cuisson, la proportion de ménages ayant reçu de l'assistance pour le combustible de cuisson et la durée moyenne en nombre de jours de l'assistance pour le combustible de cuisson. Voilà. Alors, j'avais volontairement sauté la question FS10. On était tout de suite FS8, 9, 11, 12, 13, puisque toutes les questions que nous venons de voir concernaient l'assistance. Donc, selon les types de programmes mis en œuvre dans les zones où vous travaillez, vous ces questions ou pas. Et puis, j'avais volontairement FS10, puisque par contre, celle-ci est obligatoire et doit être inclue dans tous les questionnaires SENS pour la sécurité alimentaire. C'est une nouvelle question qui concerne la couverture des besoins de base. La question est, quels sont les besoins de base de votre ménage? Quels sont les besoins de base de votre ménage que vous ne parvenez pas à satisfaire? Et puis donc après, on ne lit pas les réponses et puis le répondant nous dit s'il a des difficultés par rapport à la nourriture, par rapport aux frais médicaux, par rapport au remboursement de certaines dettes, etc. Donc, cette question est obligatoire et elle va nous permettre de calculer comme indicateur la proportion des besoins de base non satisfaits par les ménages et la proportion de ménages par catégorie de couverture des besoins de base. C'est-à-dire combien de ménages enquêtés, pour combien de ménages enquêtés, tous les besoins de base sont satisfaits. Pour combien de ménages enquêtés, plus ou moins la moitié des besoins de base sont satisfaits, ou encore quel est le pourcentage de ménages disant qu'aucun des besoins de base n'est actuellement satisfait. Donc, comme vous le voyez avec les codes réponses, les besoins de base ici font référence aux dépenses des ménages pour couvrir les besoins minimums en nourriture, en eau, en articles d'hygiène, en vêtements, les frais de santé, les frais relatifs au loyer, aux articles ménagers, au combustible pour la cuisson, à l'éducation, etc. Cette question a été ajoutée dans le nouveau questionnaire sécurité alimentaire SENS V3, car les indicateurs qu'on vient de voir sont également utilisés dans les enquêtes PDM, les enquêtes Post-Distribution Monitoring, des programmes CBI. Donc, désolé pour tous ces acronymes et tout cet anglais, pour les programmes Cash-Based Interventions. Donc, on a voulu, là encore, harmoniser les indicateurs SENS avec les indicateurs utilisés
par les collègues des autres programmes. Voilà. Donc, c'était ça pour la question FS10. Donc, les questions pour le combustible pour la cuisson terminaient la section FS1 du questionnaire sécurité alimentaire. Et on arrive maintenant au niveau de la section FS2 du questionnaire de sécurité alimentaire qui concerne cette fois-ci les stratégies d'adaptation négative. Donc, petit rappel sur les stratégies d'adaptation négative. Il s'agit de réponses comportementales face à l'insécurité alimentaire, des comportements que les gens adoptent quand ils n'ont pas assez de nourriture ou d'argent pour acheter de la nourriture. On a deux principaux types de stratégies d'adaptation. Le premier type qui comprend la modification immédiate et à court terme des habitudes de consommation alimentaire et le second type qui comprend l'altération à long terme des revenus ou des modes de production des aliments et la vente de biens. Donc, la plupart des stratégies d'adaptation ont des conséquences négatives sur le bien-être général du ménage et de l'individu, mais pas toutes. Donc, les stratégies d'adaptation négative étaient déjà présentes dans le questionnaire SENS V2. Donc, petit quiz à nouveau. Quelle était la période de rappel à utiliser pour l'utilisation des stratégies d'adaptation négative dans SENS V2? Alors, est-ce que j'arrive à ouvrir la question? Normalement, c'est là. Voilà, je pense que désormais, vous voyez la question. Donc, je répète, quelle était la période de rappel à utiliser pour l'utilisation des stratégies d'adaptation négative dans SENS V2? Est-ce que c'était les 7 derniers jours, le dernier mois, une autre période de rappel, ou vous vous rappelez plus, ce qui est également possible, et pas grave, on est là pour justement se rappeler tout ça. Alors, il reste quelques secondes pour pouvoir répondre. Je vois qu'il y a une personne qui n'a pas fini, mais peut-être c'est au niveau de Genève. Je pense que je peux fermer le questionnaire. Donc, effectivement, vous aviez pour la plupart juste la période de rappel pour l'utilisation des stratégies d'adaptation négative dans SENS V2 était au cours des 4 dernières semaines ou le dernier mois. Donc, dans SENS V3, cette section a également été entièrement révisée et désormais, on n'a pas un seul set de questions sur les stratégies d'adaptation négative, mais 2 sets. Le but on a révisé toute cette section pour également s'aligner avec les méthodes d'autres agences et notamment avec les méthodes qu'utilise le PAM. On a donc un premier set de questions sur les stratégies d'adaptation négative qui concerne les 4 dernières semaines et un deuxième set de questions qui cette fois-ci concerne l'utilisation d'autres stratégies d'adaptation négative au cours des 7 derniers jours. Donc, dans le premier set de questions, on a 10 stratégies d'adaptation négative qui sont listées ici. Empêcher un enfant d'aller à l'école, vente de biens qui n'ont pas été vendus, demander de l'argent à des étrangers, déménager dans un logement de qualité inférieure, envoyer travailler des membres du ménage âgés de moins de 16 ans, envoyer un membre du ménage travailler loin, engagement dans des activités potentiellement dangereuses ou nuisibles, ignorer le paiement du loyer ou le remboursement de dettes pour répondre à d'autres besoins, contracter de nouveaux emprunts ou emprunter de l'argent, et réduire les dépenses en articles d'hygiène, en eau, en articles pour bébé, en soins de santé, en éducation, afin de répondre aux besoins alimentaires du ménage. Donc, vous avez ces 10 stratégies d'adaptation négative. Et vous voyez, là encore, non, vous ne voyez pas,
mais je vais vous montrer tout de suite. Là encore que pour toutes ces stratégies, les variables sont en vert, ce qui veut dire que toutes ces questions sont optionnelles. Le premier set de questions sur les stratégies d'adaptation négative ne va être inclus dans votre enquête que si les modalités d'assistance alimentaire ont récemment changé ou si l'assistance alimentaire est ciblée. Hein, je répète, vous allez inclure les 10 stratégies d'adaptation négative, comme par exemple FS14, FS15, au cours des 4 dernières semaines, est-ce que vous ou quelqu'un de votre ménage avez eu besoin d'empêcher un enfant d'aller à l'école? Au cours des 4 dernières semaines, est-ce que vous ou quelqu'un de votre ménage avez eu besoin de vendre des biens que vous n'auriez normalement pas vendus pour acheter de la nourriture? Donc, ces questions ne seront incluses que si les modalités d'assistance alimentaire ont récemment changé ou si l'assistance alimentaire est ciblée. Après, là encore, la liste des stratégies d'adaptation négative est à adapter. Si vous êtes sûr que pour une des stratégies, ça ne pourra jamais arriver au ménage, vous pouvez retirer cette stratégie de la liste des 10 stratégies. Okay. Donc ça, c'est pour le premier question, les questions FS14 à FS23. On veut savoir l'utilisation de ces stratégies par les membres du ménage au cours des 4 dernières semaines. Donc, on aura la proportion de ménages déclarant utiliser chacune des 10 stratégies et la proportion de ménages déclarant avoir utilisé une ou plusieurs stratégies d'adaptation au cours des 4 dernières semaines. Le deuxième set de stratégies d'adaptation négative, les deuxièmes questions relatives aux stratégies, concerne cette fois-ci une période de rappel différente. On est au cours des 7 derniers jours. Les stratégies ne sont également pas les mêmes. Ici, avec les questions allant de FS24 à FS28, on veut savoir, au cours des 7 derniers jours, combien de jours votre ménage a-t-il compté sur des aliments moins chers et ou non favoris, emprunté de la nourriture ou compté sur l'aide d'un ami ou d'un membre de la famille? Combien de jours le ménage a réduit le nombre de repas pris dans une journée? Combien de jours le ménage a limité la taille des portions au cours des repas? Combien de jours dans la semaine précédant l'enquête, le ménage a réduit la consommation de nourriture des adultes afin que les enfants puissent manger? Donc là, on n'est pas dans le même genre de questions que précédemment. Précédemment, on voulait savoir si oui ou non le ménage avait utilisé la stratégie au cours des 4 dernières semaines. Avec cette deux questions, on veut savoir au cours des 7 derniers jours, combien de jours le ménage a utilisé la stratégie. Donc, les questions avec ces 5 stratégies vont nous permettre de pouvoir calculer un nouvel indicateur pour SENS, qui est l'indice des stratégies simplifiées ou Reduced Coping Strategy Index en anglais, donc le RCSI. Comment le R, c'est dur à dire en français du coup, comment le RCSI est obtenu? En fait, on a un poids, un score qui est attribué à chacune des stratégies, de ces 5 stratégies, en fonction de sa sévérité. Et après, selon le nombre de jours où le ménage a utilisé cette stratégie, on a un score global. Après, l'ensemble des scores pour chacune des stratégies est additionné et on obtient l'indice de stratégie simplifiée. Donc, ce qui est super maintenant, c'est qu'avec l'utilisation des méthodes MDC pour les enquêtes SENS, le RCSI pour chaque ménage est automatiquement calculé. Donc, après vous, au moment de l'analyse des données, vous n'avez plus qu'à faire la moyenne pour obtenir l'indice de stratégie simplifié moyen. Donc, ça, c'est super. Donc, voilà pour les questions au sein de la section FS2 qui concerne l'utilisation des stratégies d'adaptation négative. On va terminer avec la dernière section du questionnaire de sécurité alimentaire. Avant ça, je vais essayer de lancer une nouvelle question. Alors, allons-y. Voilà.
je pense que vous voyez le petit quiz. La question est, quel indicateur était calculé pour évaluer la consommation alimentaire du ménage dans SENS V2? Est-ce que c'était l'échelle de la faim des ménages, le score de diversité alimentaire du ménage, le score de consommation alimentaire ou la diversité alimentaire minimale pour les femmes? Je pense que vous voyez, oui, c'est bon, je vois que les gens répondent, donc vous voyez la question. Donc cette question n'est pas très dure. Je profite pour boire un petit peu. Voilà, vous avez quasiment tous répondu. Très bien. Donc, au niveau des réponses, laissez-moi voir. Ok, no answer. Ok, je crois que... Ok, bah c'est bon de faire des rappels dans tous les cas, puisque je crois que la réponse la plus donnée n'est pas la réponse correcte. Dans SENS V2, la question qui était, l'indicateur qui était calculé pour évaluer la consommation alimentaire du ménage était le score de diversité alimentaire du ménage, le SDAM, ou HDDS en anglais, Household Dietary Diversity Score. Ok, donc sachez que maintenant dans SENS V3, cet indicateur n'est plus calculé. Le score de diversité alimentaire des ménages, le SDAM, a été remplacé par le score de consommation alimentaire, là encore, pour mieux s'aligner avec les indicateurs utilisés notamment par le PAM. Donc, qu'est-ce que c'est que le score de consommation alimentaire? C'est un indicateur proxy de l'accès des ménages à la nourriture qu'on obtient en combinant la diversité alimentaire et la fréquence de consommation des aliments. Donc, on a une période de rappel de 7 jours et on enregistre pour différents groupes d'aliments le nombre de jours pendant lesquels les membres du ménage ont consommé ce groupe d'aliments ou cet aliment en particulier. Après, c'est comme pour le RCSI, on a un poids qui est attribué à chaque groupe d'aliments en fonction de son contenu en macro et micronutriments. On va multiplier ce poids par le nombre de jours pendant lesquels cet aliment, ce groupe d'aliments a été consommé au cours des 7 derniers jours. Et on va ensuite additionner chacun des sous-scores pour chaque groupe d'aliments, ce qui va nous donner le score de consommation alimentaire. Donc, comme le RCSI, là aussi, avec l'utilisation des smartphones pour la collecte des données, le SCA pour chacun des ménages va être automatiquement calculé dans votre enquête. Donc là encore, c'est super. Si l'on regarde maintenant quels sont les groupes alimentaires, on a 8 groupes. Le céréales, racines et tubercules, légumineuses et noix, lait et autres produits laitiers, viande, poisson, œufs, légumes et légumes feuilles, les fruits, les matières grasses pour le groupe numéro 7, le sucre et les produits sucrés pour le numéro 8, et le groupe numéro 9 qui concerne les produits nutritionnels spéciaux, qui lui va être inclus au sein de votre questionnaire d'enquête SENS pour la sécurité alimentaire, uniquement dans les contextes où la population réfugiée a accès à ce genre de produits, comme par exemple les super cereals ou les super céréales ou le CSB. Donc, le répondant est interrogé sur tous les aliments et boissons consommés à l'intérieur de la maison durant la semaine précédant l'enquête et par tous les membres du ménage. Donc, si un seul membre du ménage a consommé un aliment au sein d'un groupe, on ne devra pas enregistrer cet aliment. On veut savoir pour l'ensemble, pour tous les membres du ménage. Donc, le répondant devra se référer uniquement aux aliments consommés par tous les membres du ménage et préparés à l'intérieur de la maison. Donc, si vous êtes dans un contexte où les personnes mangent souvent à l'extérieur,
ce qui est courant notamment pour les enquêtes réalisées en contexte urbain en dehors des camps. Il est alors recommandé, d'après les directives liées à cet indicateur, de développer un module distinct pour enregistrer la consommation alimentaire à l'extérieur de la maison et bien comprendre le régime alimentaire de ménage. Donc, si c'est le cas pour votre prochaine enquête SENS, le plus simple également, c'est de vous rapprocher des collègues de santé publique au siège pour plus pour du support par rapport à développement de ce module pour la consommation alimentaire à l'extérieur du ménage. Une des difficultés avec ce nouvel indicateur, c'est l'enregistrement des quantités d'aliments trop petites pour justement être considérées comme appartenant à un groupe d'aliments. D'après les directives du PAM, si un aliment est consommé uniquement en tant que condiment ou s'il est consommé dans une quantité si petite peut être considéré comme une portion d'aliment consommé par le ménage, il ne doit pas être enregistré. Donc, avant de démarrer l'entretien sur les questions de consommation alimentaire du ménage, les enquêteurs doivent donner aux répondants des exemples spécifiques de quantité de nourriture considérées comme trop petites pour être comptabilisées au sein des différents groupes d'aliments. Donc, par exemple, si vous regardez dans le tableau qui est sur la droite, qui est également inclus dans le module de sécurité alimentaire, vous avez des exemples de quantités qui sont considérées comme étant trop petites pour être enregistrées au sein du questionnaire comme aliments consommés par le ménage au cours des 7 derniers jours. Si par exemple, je prends la ligne pour les œufs, si moins d'un quart d'œuf est consommé par personne, on ne peut pas enregistrer l'œuf comme un aliment consommé par les membres du ménage au cours des 7 derniers jours. Ce qui est difficile également, c'est avec les légumes. Si vous regardez la ligne pour les légumes, si on a 1 ou 2 tomates ou oignons utilisés en tant que condiment, on ne peut pas non plus enregistrer ça comme oui, le ménage a consommé des légumes la veille de l'enquête. Dans ce plat, il y avait 1 tomate et un oignon. Là, ça ne marche pas. Donc vraiment, c'est pour moi une des grosses difficultés avec ces questions. On doit, vous, en tant que responsable d'enquête, en tant que survey manager, vous devez vraiment vous assurer que ceci est bien compris par l'enquêteur et que ceci est bien compris par le répondant et qu'avant de démarrer les questions sur la consommation alimentaire, cette notion de petite quantité a bien été expliquée. Et voilà, au cours de la supervision, pendant les premiers jours de collecte des données, c'est vraiment, il faut vraiment faire attention à ces questions. Donc, voilà. Ici, vous avez l'extrait du questionnaire pour les questions sur le score de consommation alimentaire. Au cours des 7 derniers jours, combien de jours les membres de votre ménage ont-ils mangé les aliments suivants, préparés et ou consommés à la maison? Et puis, vous avez la question pour chacun des groupes d'aliments. Groupe 1, le groupe des céréales, racines et tubercules. Au cours des 7 derniers jours, combien de jours les membres de votre ménage ont-ils mangé du blé, du maïs ou des aliments fabriqués à partir de ces céréales comme du pain, etc., etc., etc. Donc, vous avez cette question qui revient pour chacun des groupes d'aliments. Vous obtiendrez alors pour chaque groupe un chiffre entre 0, le ménage n'a pas du tout consommé ce groupe d'aliments au cours des 7 derniers jours, et 7, ce qui 7 voudra dire que chaque jour, le ménage a consommé un aliment ou plusieurs issus de ce groupe. Ok, je pense qu'on est clair sur le questionnaire. Donc, les réponses à la question FS29 vont nous permettre de calculer le score de consommation alimentaire moyen. Et puis ensuite, ce score, pour chacun des ménages, va être catégorisé et on obtiendra alors le profil de consommation alimentaire des ménages. Si le score de consommation alimentaire est supérieur à 35, le ménage sera alors considéré avec un profil comme acceptable. Si le score de consommation alimentaire est compris entre 21,5 et 35, alors on a un profil qui est dit limite. Et si le score de consommation alimentaire est inférieur à 21,5, alors là, on est dans un profil de consommation alimentaire qui est dit faible. Donc voilà. Je vois qu'il est 15h30. Je vais juste terminer avec le module de sécurité alimentaire puisqu'il nous reste uniquement
le score de consommation alimentaire nutrition à voir et on y arrive. Donc, qu'est-ce que c'est que le score de consommation alimentaire nutrition? C'est également un des nouveaux indicateurs qui a été ajouté au questionnaire de sécurité alimentaire. Si vous voulez, on utilise les mêmes questions que pour le score de consommation alimentaire, mais on ajoute des sous-groupes d'aliments au sein des 8 ou 9 groupes que je vous ai montrés juste avant. Et puis, en fait, là, on va s'intéresser à la qualité nutritionnelle des aliments consommés. On a les mêmes questions, mais avec des sous-groupes, et on va pouvoir analyser la nutrition du ménage et la consommation de protéines, de vitamine A et de fer héminique, d'origine héminique. Donc, les sous-groupes d'aliments vont permettre de mesurer plus précisément la consommation d'aliments particulièrement riches en certains nutriments versus la consommation d'aliments moins riches en certains nutriments, il manque un S, mais qui appartiennent au même groupe. Donc, pour calculer le score de consommation alimentaire nutrition, en fait, on n'a pas 8 ou 9 groupes, comme je viens de le dire. Dans le questionnaire, au total, on a 15 ou 16 groupes si on inclut le dernier groupe avec les Super Cereals et le CSB. Parce qu'on a inclus des sous-groupes. On inclut des sous-groupes au niveau du groupe 4, viande, poisson et œufs. Ce groupe va être divisé en 4 sous-groupes. Le groupe pour la viande, le groupe pour les abats, le groupe pour les poissons et les fruits de mer et le groupe pour l'œuf, les œufs. Même chose pour le groupe qui initialement était 5, le groupe 9 maintenant, légumes et légumes-feuilles. On va demander s'ils ont consommé des légumes et légumes-feuilles et après, on veut savoir si, plus précisément, est-ce que des légumes orange ou à chair orange, soit riches en vitamine A, ont été consommés? Et aussi, est-ce que des légumes feuilles, donc les légumes avec les feuilles vert foncé, ont été consommés? Même chose pour les fruits. Est-ce que le ménage a consommé des fruits au cours des 7 derniers jours? Oui, pendant ce jour-ci, 3 jours, on va dire, le ménage a consommé des fruits. Au cours de ces 3 jours, est-ce que les fruits qui ont été consommés, est-ce que parmi les fruits consommés, on avait des fruits oranges, c'est-à-dire des fruits riches en vitamine A? Et donc, voilà, après, on a donc plus d'informations quant à la qualité nutritionnelle de la consommation alimentaire des ménages. Avec ces sous-groupes, on va pouvoir calculer la proportion de ménages ayant consommé des aliments riches en protéines, la proportion de ménages ayant consommé des aliments riches en vitamine A et ceux qui ont consommé des aliments riches en fer héminique. Et puis après encore, la consommation des ménages va être catégorisée selon la fréquence de consommation. Jamais consommé, parfois consommé ou alors quotidiennement consommé. Voilà, je pense qu'on terminera avec le graphique et ce sera plus clair en ce qui concerne les fréquences de consommation. Et on arrive maintenant à la dernière question du questionnaire de sécurité alimentaire, qui là encore est une nouvelle question. On veut savoir comment la nourriture qui a été consommée au cours des 7 derniers jours a été acquise. Après, vous avez différents codes réponses. Et on aura donc la proportion de ménages par source d'acquisition de la nourriture. Est-ce que la nourriture provient de l'assistance alimentaire? Est-ce que la nourriture provient principalement de l'achat grâce au transfert d'espèces ou à son propre argent, etc., etc. Et voilà le questionnaire de sécurité alimentaire. Et là, c'est les 2 graphiques qu'il est recommandé d'inclure dans le rapport SENS maintenant pour la sécurité alimentaire. Vous avez sur la gauche les profils de consommation alimentaire. Vous vous rappelez, hein, le profil acceptable, limite ou faible, vert, jaune, rouge pour faible. Là, c'est les tendances, hein, on a août 2017, août 2018. Donc, vous voyez l'évolution des profils de consommation alimentaire des ménages. Vous avez également sur ce même graphique le RCSI. Donc, on voit l'évolution de l'utilisation des stratégies d'adaptation négative par les ménages en même temps que l'évolution du profil de consommation alimentaire. Est-ce que la situation se détériore? Est-ce que la situation s'améliore? En l'occurrence, ici dans le graphique, la situation semble s'être améliorée. Et puis à droite, c'est ce que je viens de vous expliquer. Avec le score de consommation alimentaire nutrition, on va pouvoir avoir ce genre de graphique. La fréquence de consommation des aliments riches en protéines, en vitamine A et en fer.
suivre l'évolution de la qualité nutritionnelle de l'alimentation de la population réfugiée. Donc voilà, après, par exemple, si je prends les aliments riches en protéines, vous voyez, 11% en août 2017 de la population n'avait jamais consommé d'aliments considérés comme riches en protéines. Et qu'on voit en septembre 2018, cette proportion est passée à 2%, ce qui veut dire qu'on a eu une petite amélioration du point de vue des protéines au sein de l'alimentation de la population. Voilà, donc écoutez, je vois qu'il est déjà l'heure, ça passe très très vite. On continuera avec le module 6, couverture en provision de moustiquaires et eau, hygiène et assainissement au cours de la session 2. Il y a eu très peu de changements dans ces deux modules, donc on devrait être en mesure de rattraper notre retard très facilement la semaine prochaine. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé. Je ne sais pas si Aude-Chen ou Valérie, vous voulez ajouter quelque chose ? Aude-Chen ? Valérie ? Je ne sais pas si elles m'entendent. Fanny? Fanny? Oui. Ah, super. Eh bien, écoute, merci bien pour ce webinaire pour aujourd'hui. Merci à tous les participants. On vous attend la semaine prochaine, même jour, même heure, en espérant rattraper ce petit retard, ce qui ne devrait pas être très problématique. En attendant, si vous avez des questions, en relisant vos notes ou des questions que vous êtes posées pendant la présentation de Fanny, n'hésitez pas à nous les envoyer. On y répondra avec plaisir à la session numéro 6. Merci beaucoup à tous et à mardi prochain. À bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir, merci.